Donald Trump parle, il s'exprime depuis la Maison-Blanche, il reçoit le chancelier allemand Merz. Il dit évidemment qu'il demande à Poutine de ne pas répondre à l'attaque de drones sur l'Ukraine. On va faire un petit point avec Mathieu Devez sur la situation sur le terrain et on entendra ensuite le président américain. Bien loin de la promesse d'une paix rapide faite par Donald Trump, une escalade semble se profiler en Ukraine. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, l'armée russe prévoit une riposte aux attaques de drones ukrainiens du week-end dernier contre plusieurs aérodromes russes. Cette réponse sera apportée en temps voulu et selon l'appréciation de nos autorités militaires. Donald Trump continue pourtant de jouer les intermédiaires dans la guerre entre Moscou et Kiev. Le président américain s'est entretenu ce mercredi par téléphone avec Vladimir Poutine. Il s'agissait d'une bonne conversation, mais pas d'une conversation qui mènera à une paix immédiate. Le président Poutine a déclaré de manière très ferme qu'il devra répondre à la récente attaque contre les aérodromes. Quelques heures après ce coup de fil, Volodymyr Zelensky appelle sur les réseaux sociaux à ne pas se montrer faible face au président russe. Si le monde réagit avec faiblesse aux menaces de Poutine, il l'interprète comme une volonté de fermer les yeux sur ses actes. Lorsqu'il ne ressent ni force ni pression, mais plutôt faiblesse, il commet systématiquement de nouveaux crimes. Le président ukrainien qualifie également d'ultimatum inacceptable les conditions posées par la Russie, notamment le retrait des forces ukrainiennes de 4 régions, dont Moscou revendique l'annexion. Et on écoute juste Donald Trump, il vient de s'exprimer, il s'adresse à Vladimir Poutine. Écoutez-le. Il a attaqué, ils sont allés profondément en Russie et puis ensuite il y a eu une riposte. Et puis ensuite il m'a dit je n'ai pas eu d'autre choix que d'attaquer. Moi je lui ai dit non, ne le faites pas. Ne faites pas cette riposte suite aux attaques ukrainiennes. Et si je vois qu'il y a trop de mauvaise volonté, si la Russie ne s'y met pas, eh bien, vous serez surpris par la dureté de ce que nous pouvons faire. Voilà pour le président Trump. Patrick Martin-Genier, où est-ce qu'on en est là concrètement? Est-ce qu'il y a un espoir? Il se dit plutôt optimiste finalement, Donald Trump, d'arriver à convaincre Vladimir Poutine de ne pas riposter lourdement sur l'Ukraine. Il est optimiste depuis le début, mais on sait très bien que Vladimir Poutine ne veut qu'une chose, c'est la victoire totale. Il ne veut pas négocier. Il veut une victoire totale, il veut le retrait des troupes ukrainiennes des territoires des oblasts occupés, il veut que l'Ukraine ne soit jamais membre de l'OTAN, il demande même à l'OTAN de ne plus armer des pays ou d'intégrer tels que la Moldavie, la Géorgie. Donc il veut une victoire totale, il pose ses conditions et donc il ne renoncera jamais à la violence. Et là, le problème de Donald Trump aujourd'hui, c'est que sa parole est complètement démonétisée. Il pensait obtenir quelque chose, il n'obtient rien. Le seul espoir peut-être, c'est qu'il a signé, vous savez, un contrat sur les minerais rares. Donc il espère un jour pouvoir exploiter cette richesse minière. Et pour l'instant, il n'y a strictement rien. Et j'ajouterais aussi que Dmitri Peskov ou Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a dit que son objectif était la poursuite de la guerre et la victoire totale. Donc aujourd'hui, la situation est totalement bloquée. Catherine Ney. Non, mais quand le président Trump avait reçu M. Zelensky, il lui avait dit « Vous n'avez pas de bonne carte en main. Vous allez perdre parce que vous n'avez rien. » Et cet homme qui n'avait pas de carte en main vient quand même d'infliger le 1er juin à la Grande Russie un camouflet incroyable. C'est-à-dire d'envoyer des camions chargés de drones à un endroit, on disait toujours avec, on appelle ça la profondeur stratégique, quand même en Sibérie orientale, où étaient parqués ces 17 avions, ces bombardiers qui transportent des bombes nucléaires, et que elles aient tous été détruites. Non mais je veux dire, c'est quand même extraordinaire, parce qu'on se souvient quand le Mosca, le bateau, là, le grand bateau, avait été déjà descendu, coulé dans Mer Noire, alors que les Ukrainiens n'ont pas de marine, avec déjà des drones puissants. Bon, mais là, maintenant, c'est 17 avions, et puis encore un coup sur le pont de Crimée le lendemain. Et alors, déjà, le pont de Crimée qui avait été attaqué, les camions ravitailleurs ne pouvaient plus y passer parce qu'il était trop ébranlé. Mais les voitures légères pouvaient passer. Mais là, il s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est quand même pour la Russie de voir qu'avec des drones, on arrive à faire des choses. Alors, il va se venger, il faut qu'il riposte. Mais depuis 8 jours, il y a 1000 drones qui sont tombés, qui ont été envoyés sur l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il va faire de plus? Et que peut-il faire de plus? Que peuvent faire en ce moment les Russes de plus sur l'Ukraine? Gauthier Lebret. Ce qui intéresse tout le monde, c'est quand même la paix. Et de part et d'autre, il y a des Ukrainiens et des Russes qu'on force
à prendre les armes, côté russe où on va les chercher de force, qui meurent tous les jours. Et on sent bien que, alors qu'on s'approchait d'une potentielle paix, on a reculé de plusieurs cases. Qu'est-ce qui s'est passé? La volonté de Vladimir Poutine de ne pas faire la paix, de continuer à pilonner l'Ukraine, de ne pas se rendre lui-même aux négociations, notamment en Turquie, alors que Volodymyr Zelensky avait accepté le principe de cessez-le-feu pour 30 jours, alors qu'il n'en voulait pas au début. Après, évidemment, cet échange plus couleux à la Maison-Blanche. Après la venue des Européens à Kiev, où ils appellent tous ensemble le président Trump en disant « on est tous sur la même ligne » et Poutine refuse. Et donc là, l'escalade. Poutine continue à pilonner l'Ukraine. L'Ukraine répond avec la description parfaite que vient de faire Catherine et une opération parfaitement réussie. Mais Vladimir Poutine va répondre. Qui peut croire que Vladimir Poutine ne répondra pas? Donc évidemment qu'il va répondre. Donc alors qu'on s'était approché d'une potentialité de paix, on a reculé une nouvelle fois. Non, mais on ne s'est pas approché puisque la Russie ne voulait pas. On a cru qu'on s'approchait. Jamais. Ce qui est quand même intéressant, Patrick Louis. Je pense quand même que Catherine Nel a dit, Vladimir Poutine a subi une humiliation considérable, totale. Donc, j'ose croire. Non, mais d'accord, mais dans la vision qui a, du monde, voilà. Mais même la grande Russie qui a qu'un jour, il pourrait avoir des difficultés au Kremlin, au sein de son entourage politique et stratégique. Oui, et on l'a vu sur les militaire. chaînes Telegram ces jours-ci. Voilà. Donc ça veut dire en effet que le fait d'aller bombarder aussi en profondeur des bombardiers et aller sur le pont de Kerch, bombarder ce pont, ça veut dire aussi, le message il est très clair, c'est que l'Ukraine a encore des cartes et Volodymyr Zelensky veut montrer à Trump qu'il a encore des cartes. Louis Dragnel. Non, là, pardon, moi je vais relativiser un tout petit peu, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites parce que il y a une différence énorme entre les opérations clandestines que vous êtes capable de faire et la réalité tactique sur le terrain. C'est-à-dire que vous avez c'est l'arme du, c'est un peu l'arme du faible et du petit, d'être capable d'aller comme ça, neutraliser. Faire des opérations éclairs. Faire des opérations très symboliques, mais la réalité territoriale montre quand même c'est même pas un essoufflement, c'est l'armée ukrainienne qui est quasiment par terre et une armée russe qui, malgré tout ce qu'on a dit, tient et est un rouleau compresseur et a déjà gagné plus de 20% du territoire ukrainien. Ensuite, moi je rejoins ce que disait Gauthier Lebret tout à l'heure, quand on écoute en fait Donald Trump dire j'appelle à ne pas riposter, ça veut dire qu'il sait qu'il y aura une riposte. Évidemment. Et donc en fait, il faut comprendre quasiment le contraire de ce qui est dit. Et s'il le dit, c'est parce qu'il a des renseignements, il a des informations. La CIA est très puissante et il y a énormément de capteurs sur place. Il sait que Vladimir Poutine va sans doute se venger de manière extrêmement violente, extrêmement forte. Et donc, il veut simplement être une voix qui alerte avant que Vladimir Poutine passe à l'action. Jean-Sébastien, puis après on parle du chancelier Merz qui est dans le bureau de Donald Trump. Donald Trump a une arme qu'il s'est découvert de manière presque involontaire, qui est le prix du pétrole, parce que les turbulences que Donald Trump a générées sur l'économie mondiale ont beaucoup fait chuter les prix du pétrole. Et la chute du prix du pétrole, ça fait beaucoup chuter les revenus de la Russie, qui a résisté aux sanctions, parce que la Banque centrale russe et les économistes russes avaient très bien préparé ce conflit-là. Elle a mieux résisté que ce qu'imaginait, on se souvient, quand Bruno Le Maire voulait faire couler l'économie russe, ça a mieux résisté que ça. Malgré tout, le fait que les revenus d'hydrocarbures chutent, c'est un vrai problème parce que l'économie russe, à part l'industrie de l'armement, ne sait plus rien produire. Et donc, in fine, effectivement, comme le disait Catherine, moi je pense que l'image atteinte de la Russie, parce que les partenaires de la Russie, la Chine, etc., ils soutiennent aussi dans la mesure où ils pensent qu'il y a une issue pour Vladimir Poutine. Bon, un tout petit mot de la rencontre avec le chancelier allemand, le nouveau chancelier allemand, qui, je vous le rappelle, a dit qu'il voulait faire de l'Allemagne la première armée européenne, qui est très très volontaire, qui a un grand plan de réarmement de son pays. Écoutez ce petit échange avec Trump. Trump lui dit je veux bien que tu te réarmes, mais à un moment je dirai stop. Écoutez. Je sais que vous dépensez davantage pour votre défense maintenant. Beaucoup plus, me semble-t-il. C'est un élément positif jusqu'à un certain point. Il y aura un point où il y a un seuil où je dirais non, c'est bon, ça suffit. Non, je plaisante. C'est une plaisanterie, mais pas tant que ça, en réalité. Sauf s'ils achètent des armes américaines. Là, ça ira mieux, Patrick. Il faut savoir ce qu'on veut. Je veux dire, il est exigé de l'ensemble des pays de l'OTAN de consacrer minimum 5% de leur PIB à la défense. Et d'un seul coup, vis-à-vis de l'Allemagne, qui a été une des plus frileuses, il lui dit non, pas trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a peur d'une ancienne Allemagne qui reviendrait trop forte en Europe? Est-ce que c'est une simple blague? En tout cas, ce qui est important, c'est que Friedrich Merz a toujours été favorable pour continuer l'aide à l'Ukraine.
il l'a dit. Il le dit moi maintenant. Volodymyr Zelensky est allé le voir à la chancellerie. Donc il y a une alliance, enfin, je veux dire, quelque chose de très important pour l'aide à l'Ukraine pour continuer. Le seul problème, c'est les fameux missiles à longue portée, les Taurus, dont effectivement il n'a pas dit qu'ils allaient être livrés. Pourquoi ? Parce que cela pose des problèmes au sein de sa coalition, notamment avec les sociaux-démocrates. Évidemment, Catherine Ney. Non, mais là, le chancelier fait un numéro de charme et j'ai vu qu'il avait invité le président Trump à venir en Allemagne, dans les lieux d'où sont partis ses ancêtres qui ont émigré vers l'Amérique. Donc, opération séduction. Donc, voilà. Donc, parce que c'est vrai que parmi les Européens, Emmanuel Macron avait un lien particulier avec le président qui est venu quand même pour l'inauguration de Notre-Dame. Enfin, il est venu plusieurs fois en France. Et là, ça se passait moins bien avec Angela et même avec son précédé Scholz. Et là, il y a une opération de charme visible. Et la façon dont lui parle le tout président. Ça se terminera par un contrat d'armement. Voilà, exactement. Certainement. Parce que ce qui est inquiétant, en fait, c'est que ce déplacement... C'est pas les Rafales qui seront achetés par les Allemands. Ça sera les le déplacement intervient quand même à quelques semaines du Conseil européen, justement, sur la question de l'armement européen. Et je pense que c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'en réalité, les Allemands ont passé commande auprès des Américains. Non, mais c'est un homme d'affaires, donc à chaque fois, il se demande qu'est-ce que je pourrais bien gratter dans l'affaire. Donc les terres rares, ça c'est fait. C'est pas encore en exploitation, mais c'est fait. On peut leur fourguer quelques armes. Non, il y a une forme de cynisme qui est vraiment très américain, très trumpien, en tout cas très ouvert, absolument décontracté. Je ne sais pas ce que ça va donner. Pour l'Europe, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle de toute façon. Le fait que, est-ce que l'Allemagne va faire cavalier seul ? Est-ce qu'elle va rester quand même collée avec la France ? L'industrie française de l'armement. Oui, bien sûr. De toute façon, l'Europe de la défense n'existe pas. Il y a un début de coopération industrielle, mais on voit bien que l'Allemagne, la Belgique, la Pologne continuent à acheter des avions américains. Donc, tant qu'il n'y aura pas cette coopération européenne, on en restera là. Et je crois que Merz aussi est assez proche d'Emmanuel Macron et peut-être essaye de concurrencer Madame Meloni, qui entretient des relations particulièrement étroites avec Donald Trump. Et il y a un calcul aussi d'un certain nombre de nos alliés européens qui se demandent qui sera à l'Élysée en 2027, parce que Emmanuel Macron, ça n'est pas la même chose que potentiellement, alors eux voient peut-être moins le détail de notre vie politique, mais qu'une Marine Le Pen plus pro-russe dans la perception qu'ils peuvent en avoir. Et donc ils se disent aussi, finalement, si on se projette dans le temps, où seront nos meilleurs alliés ? Est-ce que ça sera les États-Unis, parce que Donald Trump ne sera pas éternel, ou est-ce que la France est un pays si stable que ça dans le dispositif européen ? Gauthier Lebret, le dernier mot ? Non, mais il faut sortir évidemment de la dépendance à l'armement américain. Je rappelle que quand vous achetez des avions américains, il faut passer un coup de fil à Washington avant de pouvoir les utiliser. Mais au-delà de la blague de Donald Trump, pour en avoir parlé avec d'anciens hauts responsables français, certains, quand ils voient que l'Allemagne veut être la première armée européenne et qu'il y a une volonté très importante de réarmement, se souviennent des heures passées. Voilà. On est d'accord. Catherine Ney, même si tout a changé. On a fait le tour de la question. Merci beaucoup à vous tous.